Aujourd'hui, je vous amène dans une région assez particulière, puisqu'il s'agit du Grand Sud américain, jusqu'au Cap Horn, qui est l'extrémité tout à fait méridionale du continent sud-américain, et puis ceci vu par la fenêtre asténosphérique. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce terme, alors nous allons voir justement de quoi il s'agit, parce que c'est un phénomène qui est rarissime. Il est très rare que l'on puisse voir l'asténosphère, c'est-à-dire le manteau supérieur, entre deux plaques de lithosphère. Voyons, ça marche. Bon. Alors avec la main gauche, non, plutôt comme ça. Alors, voilà. C'est ici que les choses se passent. Alors évidemment, on prend l'habitude de localiser en termes de géologie les régions en fonction de la position des plaques qui les supportent, les plaques lithosphériques. Alors là, vous voyez qu'on est à l'articulation de 3, même 4 plaques lithosphériques. Il y a la plaque antarctique qui est au sud, ici. Il y a la plaque sud-américaine qui est un autre mastodonte également qui est ici. À l'ouest de la plaque sud-américaine, vous avez la plaque Nazca qui est ici. Et nous allons voir que la fenêtre asténosphérique vient des changements de direction dans le déplacement entre la plaque Nazca et la plaque antarctique. Et puis il y a une petite plaque ici qu'on appelle la plaque Scotia qui est en train de naître. Du fait que l'Antarctique reste en place alors que tous les continents avoisinants, qu'il s'agisse de l'Australie, de l'Amérique du Sud et l'Afrique, tous ces continents filent vers le nord et vont laisser la place finalement à des plaques qui vont naître petit à petit. Moi je ne serai pas là pour les voir, mais vous peut-être. Alors voilà le cadre structural. L'Amérique du Sud est ici, la cordillère des Andes qui est ici. Vous voyez que cette cordillère des Andes dessine une flexion en direction de l'est, ici. Il y a là une grande faille qu'on appelle la faille de Magellan, et cette faille de Magellan assure l'articulation entre la plaque sud-américaine et la plaque Scotia, qui est ici, vous voyez, et qui est en train de se former, et elle est matérialisée essentiellement par un volcanisme très actif actuellement. Et puis au sud, vous avez la plaque antarctique ici. Et nous allons voir que à certains moments, les deux mégaplaques sud-américaines et antarctiques étaient jointes. Alors voici une carte géologique schématique. On ne va pas entrer dans le détail. Vous voyez la région dans laquelle je vous amène. Alors, vous voyez à partir des couleurs que l'on distingue en rouge ici, ce sont des terrains éruptifs, c'est-à-dire des magmas venus des profondeurs de la croûte qui sont consolidés à la surface, en rouge ici. En rose ici, ce sont des terrains métamorphiques. Ces terrains métamorphiques, ils sont d'âge primaire et c'est un morceau de plaque sud-africaine qui
a été séparé de l'Afrique lors de l'ouverture de l'Atlantique Sud. Donc, c'est un morceau ici qu'on appelle la chaîne de Darwin, qui est totalement isolé par rapport à la plaque patrie, c'est-à-dire l'Afrique, dont elle vient. Ensuite, vous avez au-dessus des terrains sédimentaires qui sont en bleu du Jurassique, c'est-à-dire environ 150 millions d'années, en vert ici du Crétacé, environ 100 millions d'années, et puis en jaune ici, en Patagonie, du Tertiaire, c'est-à-dire 60 millions d'années jusqu'à aujourd'hui. Autrement dit, vous voyez que la région que nous allons visiter, c'est une région qui comprend à l'ouest un domaine montagneux qui est lié à ce morceau de plaque, la chaîne de Darwin, et puis au nord, on a la couverture sédimentaire discordante de cette chaîne ancienne ici. Alors là, on ne voit pas les relations avec l'océan Pacifique à l'ouest, mais on va le voir plus tard. Ah. Alors c'est une région qui est intéressante également de point de vue ethnologique, puisque on y trouve des vestiges de populations anciennes qui existaient là lors de la conquête espagnole à la fin du XVe siècle. Et alors il y avait les Tehuelche, voyez, les Selkman, les Hoche, les Yagan, qui étaient des pêcheurs, et les Kawestka. Autrement dit, des populations qui avaient leur spécificité déjà. Certains vivaient plutôt de la pêche, d'autres plutôt de frugalité, des champs, etc. Voici à quoi ressemblent les Yagans de l'île de Navarino, c'est-à-dire la région que nous allons visiter dans la partie sud, tout à fait sud de la région sud-américaine. Alors, voilà l'itinéraire que je vous propose. Vous voyez l'océan Atlantique, l'Amérique du Sud. Alors, nous allons partir du Chili. Vous voyez, ça, c'est la limite orientale du Chili, de Punta Arenas. Nous allons emprunter le détroit de Magellan, dont je vais vous raconter rapidement l'histoire. C'est ça, le détroit de Magellan. Ensuite, nous allons emprunter ici le détroit de Legel, ici. Nous allons faire une boucle jusqu'au Cap Horn, ici, et revenir une boucle par Ushuaia, ici, et terminer notre itinéraire dans ce secteur ici. Voilà ce que je vous propose. Alors évidemment, c'est une région qui a une histoire tout à fait particulière qui tourne autour du voyage de Magellan. Vous savez que Magellan, c'est un Portugais qui s'est mis au service du roi d'Espagne, Philippe IV, pour, avec une flotte adaptée, aller chercher des épices dans le sud-est asiatique, aller chercher des épices justement pour la royauté. Et alors, il a eu l'idée, partant d'Espagne, de Cadix, au lieu de contourner l'Afrique et d'aller vers l'est jusqu'au sud de l'Asie, au sud-est de l'Asie, il a dit la terre est ronde, donc on doit pouvoir passer par là. Et il s'est embarqué avec 5 bateaux à travers l'Atlantique. Alors, le voyage a duré 4 ans. Vous voyez, 5 navires quittent l'Espagne en 1519,
et s'en vont en direction de l'île des Moluques, voilà, où on va chercher les épices. Ils arrivent au large de l'Argentine et ils s'arrêtent dans la baie de San Julián où ils restent pendant 5 mois l'hiver. Et puis ils repartent vers le sud et ils découvrent la possibilité de traverser le continent sud-américain par la mer sans contourner le continent sud-américain par le Cap Horn, ce qui en hiver était un avantage énorme, parce qu'ils pouvaient donc aller plus vite jusqu'aux Moluques. Alors voilà, en octobre et novembre 1520, c'est-à-dire, vous voyez, 1 an après, ils traversent le détroit de Magellan. Il y a des problèmes, il y a des mutineries. Je vous dis, sur 5 bateaux, il n'y en a qu'un qui reviendra en Espagne. On va voir pourquoi. Il a, en novembre 1520, donc, traversé le continent sud-américain le long de ce couloir de Magellan et il arrive au niveau du Pacifique. En février 1521, étant donné qu'il y a 2 navires qui ont disparu, les 3 navires qui restent atteignent les Mariannes avant d'arriver aux Moluques. Et le 17 mars 1521, il arrive aux Philippines et sur place, en débarquant sur la plage, Magellan se fait assassiner. Ensuite, en 1521, il y a un bateau qui est brûlé, il y en a 2 qui restent, et il se charge d'épices, et puis il décide de retourner en Espagne par 2 voies différentes. L'un par le Pacifique et l'autre par l'océan Indien. Et c'est ce dernier qui atteint l'Espagne, vous voyez, chargé d'épices, le 6 septembre 1522, c'est-à-dire 3 ans après son départ. Voilà le premier tour du monde d'un bateau qui part d'Espagne, contourne, passe par le détroit de Magellan, va jusqu'aux Moluques ici, et revient par l'océan Indien, contourne le cap de Bonne-Espérance et arrive de nouveau ici. Un autre élément dont il faut tenir compte quand on parle de cette région, c'est les problèmes de frontières entre l'Argentine et le Chili. Alors, l'Argentine est ici, le Chili est ici, vous voyez le Cap Horn est ici, et cette région qui est ici avec ces 3 îles, notamment l'île de Navarino, Picton, Lennox, etc., qui sont chiliennes, ont été revendiquées par l'Argentine et occupées à un moment donné par l'Argentine. Vous voyez que le conflit a eu lieu en 1978 et c'est le Vatican qui a résolu le problème le 23 janvier 1984 et les îles qui sont ici sont restées propriété du Chili et voici ici la limite ici entre l'Argentine qui se développe vers l'est et le Chili qui est plutôt à l'ouest.
Alors tout ça, ça nous éloigne de la géologie, mais j'y reviens. Donc, c'est une région où l'élément morphologique essentiel, c'est la cordillère des Andes. Cette cordillère des Andes, c'est une chaîne de montagnes. Je vous amènerai dans la cordillère des Andes l'année prochaine. Nous traverserons les Andes. Disons que c'est une chaîne de montagnes qui est associée à un plan de subduction. Ici, vous avez la plaque du Pacifique qui s'enfonce sous la plaque américaine ici. Alors ceci, c'est au niveau de la Concagua, c'est-à-dire entre Argentine et Chili au nord, mais le système est assez comparable dans la région que nous allons visiter aujourd'hui. Donc, les chaînes de montagnes de cette région, ce sont des chaînes associées à des plans de subduction, d'enfoncement d'une plaque sous une autre. Voilà un peu plus en détail la géologie. Alors, vous voyez qu'il y a une grande richesse pétrographique avec des roches intrusives comme les granites, des ophiolites. Alors les ophiolites, ce sont des sédiments essentiellement argileux qui se déposent entre deux plaques au fond de la mer. C'est-à-dire que les sédiments arrivent des continents et vont se déposer au fond de la mer directement sur le manteau terrestre. Les ophiolites. Et ensuite, vous avez ici une couverture sédimentaire avec du Jurassique et du Crétacé et du Tertiaire, tout ceci qui repose en discordance sur le socle paléozoïque qui est ici et qui correspond, vous voyez, à la cordillère de Darwin, ce petit morceau d'Afrique du Sud qui a migré vers l'ouest lors de l'ouverture de l'Atlantique Sud. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voyez, notre itinéraire va nous conduire depuis Punta Arenas jusqu'à Ushuaia et puis ensuite ici Port Williams, où nous achèverons notre itinéraire. Alors, voilà les plaques géologiques en présence dont je vous ai parlé très rapidement tout à l'heure. Vous voyez la plaque sud-américaine qui est ici, la plaque pacifique qui se relie à la plaque antarctique ici, et une grande faille qui est ici, la faille de Magellan, qui va dont le jeu décrochant permettre la formation de la nouvelle plaque, la plaque de Scotia, qui est quelque chose de tout à fait particulier. Il n'y a pas d'autre exemple sur la planète actuellement de plaque lithosphérique en cours de formation avec une telle importance. C'est une région où il y a eu des connexions épisodiques entre l'Amérique du Sud et l'Antarctique. Vous voyez, ça c'est la plaque antarctique. Et il y avait un petit détroit ici entre les deux, le détroit de Rocas Verdes, il y a 120 millions d'années, c'est-à-dire au début du Crétacé. Au début du Crétacé. Et puis ensuite, vous voyez que petit à petit, à partir d'ici, ce couloir s'est élargi pour donner vers l'est naissance à la plaque de Scotia. Vous voyez que c'est l'ouverture de ce détroit de Rocas Verdes qui est à mettre en relation avec
la séparation des plaques antarctiques et sud-américaines et le développement d'une plaque intermédiaire, la Scotia, la plaque Scotia. Alors, ces schémas vous montrent 3 stades d'évolution de la région qui nous intéresse aujourd'hui. Vous voyez, au Trias, il y a 250 millions d'années, imaginez ceci, c'est l'Afrique. Et ça, c'est l'Amérique du Sud. Autrement dit, l'Atlantique Sud n'existe pas. Les plaques sont en connexion l'une avec l'autre. Et puis ensuite, il y a un rift qui s'installe. Et ce rift-là va séparer l'Amérique du Sud de blocs tout à fait indépendants les uns des autres. Et c'est cette région qui est ici qui va nous intéresser aujourd'hui. Ah oui, voilà. Alors, dans le détail, vous voyez que les choses sont assez complexes. Ici, vous avez en bas toute une série de failles normales du Crétacé, et ici, vous avez par compression, avec le jeu de la subduction, ici, une compression très importante. La chaîne de Darwin se situe quelque part ici, et ici vous avez de l'obduction, c'est-à-dire de la croûte océanique qui passe par-dessus de la croûte continentale. L'année prochaine, je vous amènerai à Oman et vous verrez que là, il y a le plus beau phénomène d'obduction. Obduction, ça veut dire chevauchement de la croûte océanique sur la croûte continentale, ce qui est tout à fait anormal. La fameuse fenêtre asténosphérique dont je vous ai parlé. Cette fenêtre asténosphérique qui se situe quelque part ici est à mettre en relation avec les mouvements relatifs des 3 grandes plaques en présence. La plaque ici sud-américaine qui se déplace relativement en direction de l'ouest pour chevaucher ici la plaque Nazca. Cette plaque Nazca ici, elle se déplace vers le nord-est, tandis que la plaque antarctique se déplace vers le sud-est. Autrement dit, plus on va vers l'est et plus les 2 plaques s'éloignent l'une de l'autre au-dessous de la plaque chevauchante, c'est-à-dire la plaque sud-américaine. Voilà. Voilà ce qu'on appelle la fenêtre asténosphérique. Vous voyez ici les déplacements relatifs de la plaque Nazca en direction du nord-est, et voici ici le déplacement relatif de la plaque antarctique. Alors ici elles sont encore jointes, c'est sous l'Amérique du Sud qu'elles se séparent. Et petit à petit, vous voyez que cette ouverture devient de plus en plus importante, et compte tenu du mouvement relatif persistant, l'ensemble ici de l'Amérique du Sud, en jaune, repose directement sur le manteau. Il n'y a pas de croûte dessous, parce que les 2 croûtes de l'Antarctique au sud et de Nazca au nord se sont séparées l'une de l'autre, en laissant un vide, et ce vide se traduit par un volcanisme très important en Patagonie. Voilà l'image.
Vous voyez ici les plaques en présence. Ça, c'est l'Amérique du Sud qui chevauche. Ça, c'est la plaque Nazca qui s'en va vers le nord-est. Ça, c'est la plaque Antarctique qui s'en va vers le sud-ouest. Voilà les directions différentes des plaques. Voilà la fenêtre sténosphérique. Et ça, c'est le chevauchement de la plaque sud-américaine. Ce chevauchement va se poursuivre au fil des millions d'années, puisque l'Atlantique continue de s'ouvrir. Le mouvement de la plaque sud-américaine est étroitement dépendant de l'ouverture de l'Atlantique et en particulier du fonctionnement du rift. Alors l'année prochaine, on fera un cours sur les rides, la ride médio-océanique, et nous verrons comment ces rides fonctionnent. Alors maintenant, je vous emmène donc avec ces points d'arrêt depuis Punta Arenas, ici, jusqu'à la région d'Ushuaia et de Port Williams, ici. Bon, vous reconnaissez la nature des roches. Ici, disons que ce sont des roches éruptives et métamorphiques. Ici, ce sont des roches sédimentaires qui sont un peu plus récentes, quoique il y a aussi des roches métamorphiques pendant ces périodes-là. Parce que la subduction joue. La subduction joue, ça veut dire que les éléments de la croûte ont tendance à s'enfoncer en profondeur, à se chauffer et par conséquent à se métamorphiser. Alors évidemment, quand on arrive à Punta Arenas, on traverse la cordillère des Andes et ce qui frappe, ce sont les glaciers. Ce sont les glaciers et en particulier leur relation, on va en voir quelques exemples, leur relation avec l'océan. Ce sont actuellement des glaciers extrêmement actifs qui se déplacent à une vitesse grand V à cause du réchauffement climatique. Mais il y a des glaciers partout. Nous sommes dans la partie sud de l'Argentine, en Patagonie. Patagonie, c'est la région où, quand les Espagnols sont arrivés, ils ont vu des habitants avec des patagonas, des grosses pattes, des gros pieds. C'est pour ça que c'est de là que vient le nom de Patagonia, Patagonie. Et là, nous survolons la baie au niveau de Punta Arenas. Voilà cette ville, 130 000 habitants, et c'est une ville qui vit essentiellement de tourisme, mais où il y a aussi un peu de pétrole, un peu d'agriculture et la pêche. C'est une ville où les gens ont investi dans de belles demeures, en particulier, vous voyez ici le palais de Sarah Brown, qui est un palais d'allure française, en quelque sorte. Sarah Brown, c'est une jeune Russe qui a épousé un riche propriétaire. Il avait des grands troupeaux de moutons également. Et ils ont décidé de construire cette maison très modeste, comme vous le voyez, et où il y a un musée que l'on visite. Au point de vue géologique, les structures dans cette région de Punta Arenas, comme vous le voyez, ce sont des sédiments tertiaires qui sont plats. On est en Patagonie, il n'y a pas encore les structures
associé à la cordillère de Darwin, dont les terrains sont plats et ils sont essentiellement détritiques, faits d'argile et de galets qui proviennent de l'érosion de la cordillère de Darwin, qui est juste un peu plus au sud. Punta Arenas ici, nous allons en direction du sud, vous voyez le détroit de Magellan qui est ici, voilà, et on arrive ici dans une région où la couverture crétacée de la chaîne de Darwin qui se situe ici, cette couverture crétacée est plissée, comme vous le voyez ici. Voilà. Alors, ce sont des terrains essentiellement sédimentaires, il y a des calcaires, des carbonates, et vers la partie inférieure, il y a aussi des quartzites et des roches métamorphisées. Nous sommes dans le détroit de Magellan, et évidemment, l'un des attraits, ce sont les baleines à bosse. Ces baleines à bosse viennent de l'Amérique du Nord et viennent là pour se nourrir en hiver effrayé. Et évidemment, on peut les voir de très près, comme vous l'indique cette image-là. Voilà un observatoire pour dans le parc marin, qui est un parc côtier ici, pour regarder donc ces baleines. Nous allons vers l'ouest, vous voyez, vers le sud, pardon, Punta Arenas est quelque part par ici, vers le sud ici, et on va voir la composition de certains îlots, voilà, qui sont des roches sédimentaires d'origine fluviatile. C'est-à-dire qu'il y a eu récemment, et on le voit un peu partout, une activité d'érosion très importante, une érosion à la vitesse grand V. On va avoir des immenses cônes. La vitesse, la montagne s'use à une vitesse absolument extraordinaire. Et ça, ce sont des traces de conglomérats avec des stratifications obliques, c'est-à-dire ce sont des sédiments qui sont fluviatiles. Ce sont des fleuves qui viennent de la cordillère de Darwin qui alimentent cette sédimentation. Voilà un autre exemple également. Ici, vous voyez, là on a une bordure de chenal fluviatile avec ici une faille. Et évidemment, le tout est visité régulièrement par les manchots de Magellan, qui est une espèce caractéristique de la région, pas sauvage du tout. Alors nous arrivons maintenant dans la zone des glaciers, qui sont répartis tout au long de cette dépression marine, mais également et surtout ici, le long du chenal de Beagle. Voilà à quoi ressemblent les glaciers. Ce qui frappe, vous le voyez ici, ce glacier, ce qui frappe, c'est le stade de retrait important, ce qui fait que à la place des glaciers, on a maintenant des golfes marins qui s'avancent profondément au niveau de la cordillère de Darwin. Ça, c'est la cordillère de Darwin. C'est une cordillère avec des reliefs qui sont neufs, récents, c'est-à-dire que la terre bouge et l'érosion est compensée par la surrection des reliefs.
Alors voilà comment sont organisées les visites quand on circule dans ces régions par bateau. Ici, vous avez des terrains qui sont métamorphiques d'âge jurassique et crétacé. Évidemment, étant en croisière, je n'ai pas pu faire de la géologie comme je l'aurais souhaité, c'est-à-dire aller voir les cailloux et passer du temps avec, ça sera pour une prochaine fois. Voilà encore ces terrains crétacés avec des séries épaisses. Ça ressemble, ça rappelle un tout petit peu le Crétacé et le Jurassique des Pyrénées avec le métamorphisme en plus. Ici, les roches sont plutôt métamorphiques. La végétation est tout à fait particulière. Vous voyez ici des bouleaux avec des épiphytes ici. Alors ce qu'on voit, qui est également intéressant, c'est que le sol est très instable, ce qui fait que les arbres ont un système radiculaire horizontal qui s'étend sur des dizaines de mètres. Une faille, alors, rien de spectaculaire, le plan de faille est à peu près vertical, c'est un des éléments de faille de Magellan. Il ne faut pas croire, imaginer que la faille de Magellan, c'est une faille unique. C'est tout un réseau de failles, plus ou moins parallèles, qui sépare encore une fois la plaque sud-américaine de la plaque Scotia en cours de formation. Voilà l'obduction, la cordillère de Darwin qui est ici, et là on a un sous-charriage, effectivement, c'est-à-dire que la poussée superficielle s'effectue en direction de l'est et la poussée profonde s'effectue en direction de l'ouest. On appelle ça un sous-charriage, comme celui que l'on verra dans les Pyrénées lorsque nous irons en excursion. Il y a aussi un sous-charriage dans les Pyrénées, c'est-à-dire un déplacement profond qui est ici, qui est compensé par un déplacement superficiel dans l'autre sens. Et là, il y a de l'obduction, c'est-à-dire que ces roches qui sont d'origine crustale, c'est la croûte, sont surmontées par des roches du manteau. C'est ça l'obduction. Une chose intéressante aussi, c'est l'action des castors, qui s'attaquent aux racines des arbres, que, comme vous le voyez ici, ça, ce sont des animaux qui ont été amenés de l'Amérique du Nord, du Canada, de l'Amérique du Nord, et ici ils n'ont pas de prédateurs, ce qui fait qu'ils ont envahi très largement le terrain et en causant des dégâts. Là, nous arrivons dans la baie de Ainsworth, qui est une baie donc marine littorale. Alors, je vous ai mis cette photo parce qu'on voit ici des couches horizontales, ici et là. Voilà. Ça veut dire que ce sont des résidus de moraines. C'est-à-dire que lorsque ces moraines se sont déposées, le glacier avait une centaine de mètres, ou peut-être même plus, de hauteur par rapport au niveau actuel de l'eau. Alors, comme dans toutes les moraines glaciaires, il y a un peu toutes les roches du substrat avoisinant qui apparaissent, et là c'est un granit, mais c'est un granit qui est d'âge jurassique. Alors là, il n'y a pas d'équivalent dans les Pyrénées, où les granites sont tertiniens, sont beaucoup plus anciens. Voilà toujours ici
le glacier Marinelli, et voilà la baie ici, et voilà les coquillages ici qui traduisent un abaissement ici du niveau de la mer par rapport à son niveau il y a un certain nombre d'années. Nous allons toujours plus au sud pour voir deux autres glaciers, Águila et Condor. Alors, évidemment, un géologue voit tout de suite la trace du glacier, c'est-à-dire la trace d'érosion. Alors ici, on voit des roches très anciennes, enfin des gneiss de la chaîne de Darwin, des roches métamorphiques, et puis là, on voit l'usure horizontale, plate du glacier. Voilà, ici aussi. Vous voyez, on voit un épaulement qui traduit la place du glacier il y a peut-être un demi-siècle, où il était plus développé qu'aujourd'hui. Voilà à quoi ressemblent les glaciers dans ce secteur. Ce sont des glaciers qui sont extrêmement mobiles. Nous étions là au mois de février, c'est-à-dire en été austral, où il fait relativement chaud et par conséquent les glaciers sont très mobiles et on ne peut pas s'en approcher à cause des chutes. En voici un autre également, le glacier Condor. Vous voyez, ils sont séparés de leur zone d'approche de la mer. Alors, le géologue ne peut pas s'empêcher de regarder les cailloux pour voir comment ils s'organisent. Alors, si on passe très vite, on dit ouais, c'est un tas de cailloux. Si on regardait les choses dans le détail, eh bien, on voit que tous les cailloux plongent vers la gauche, comme ceci. Voilà. Ça, c'est une organisation associée aux courants marins littoraux, et ici, les courants de flux, c'est-à-dire d'arrivée, sont plus importants que les courants de reflux. C'est-à-dire que les cailloux s'organisent de manière à offrir la moindre résistance possible au courant, de manière à ne pas se déplacer. C'est pour ça qu'ils sont tous orientés, quand ils sont plats, avec la partie basse en direction de la mer, qui est ici. Par contre, voilà le glacier ici, et ici nous avons une sédimentation qui est, en aval du glacier Condor, qui est fluviatile, qui est associée donc au cours d'eau, au ruisseau qui est issu du glacier. Et là, vous voyez que les galets sont orientés vers l'amont, ici, vers la droite. Voilà. Ce qui fait que on peut voir les emplacements où il y a une dynamique fluviale dominante et les emplacements où il y a une dynamique marine dominante également, et faire le lien avec le littoral actuel, voir où la rivière était importante, où la marée était importante et vice-versa. Alors d'autres glaciers, ici vous allez en baver du glacier, hein. Voilà, ça c'est un glacier qui est un peu plus important. Il y a deux langues glaciaires qui convergent et évidemment on ne peut pas s'approcher. Voilà nos guides. Alors j'ai mis cette photo parce que vous voyez, ils ont la photo ils ont le drapeau de la province de Magellan. C'est pas le drapeau du Chili.
ni le drapeau de l'Argentine. C'est le drapeau de Magellan. Il y a des phoques, évidemment. Voilà le glacier Pia, ici, qui est très découpé et qui arrive donc sur la mer. Voilà, ici un glacier qui est en recul. Il est abandonné, il laisse la place à de la moraine, c'est-à-dire que la glace a fondu et il n'y a plus que les blocs morainiques. Alors, regardez l'importance de la vallée en U, c'est-à-dire la force d'érosion de ces glaciers par rapport à ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire ils sont en cours d'extinction, de disparition. Alors, grâce à l'érosion glaciaire, on peut voir la composition des roches de la chaîne de Darwin. Alors ça, ce sont des roches qui se sont formées en Afrique et qui sont là, et vous voyez, ce sont des roches qui ont beaucoup souffert, qui sont métamorphisées, c'est-à-dire ce sont des quartzites, des amphibolites en particulier, finement litées, voilà, ici, et qui, par conséquent, ont une très longue histoire. Voilà, ici, plusieurs schémas, avec l'érosion glaciaire caractéristique, c'est-à-dire qu'on dit que ces roches sont moutonnées. Elles sont moutonnées, c'est-à-dire qu'elles dessinent tout un tas d'os de mouton juxtaposés les uns aux autres et dont l'orientation traduit la direction de fonctionnement de l'érosion glaciaire. Là, nous sommes toujours au même endroit, avec, là, j'ai photographié une chute, il faut faire très attention, parce que les blocs sont parfois extrêmement importants, ils provoquent des tsunamis qui peuvent monter jusqu'à 2 mètres de profondeur, et si, à partir des roches qui sont là, si on s'approche un peu trop, il y a un danger. Alors là, nous arrivons sur l'avenue des glaciers. Alors là, il y en a des dizaines. Hein. C'est le long du Channel de Beagle. Voilà ce channel qui est ici. Et voilà, qui fait communiquer le Pacifique ici avec l'Atlantique. Alors il y en a tout un tas de glaciers et on leur a donné des noms. Voilà le glacier d'Espagne ici. Voilà, on est en plein été, regardez la vitesse de la fonte de ce glacier. Voilà le glacier d'Italie également. Il y a le glacier de France, d'Allemagne, etc. Nous arrivons maintenant à l'extrémité du chenal de Beagle à Ushuaia, ici. Les roches de la chaîne de Darwin, en fait, c'est la couverture de la chaîne de Darwin. C'est une couverture crétacée avec des grès rouges. Vous voyez, un peu comme à l'image du Pays Basque. L'une d'entre vous m'a montré des grès rouges qui sont là et qui dominent la baie d'Ushuaia. Voilà des quartzites ici, d'âge crétacé. J'ai été très étonné par l'absence de fossiles. Je n'ai pas vu un seul fossile, y compris dans les terrains du Jurassique, du Crétacé et du Tertiaire. Voilà la ville d'Ushuaia, vous voyez,
à peu près la moitié des habitants de Punta Arenas, qui est ici sur le versant argentin. Mais actuellement, les relations entre les deux pays sont paisibles, calmes, ce qui fait que vous pouvez embarquer au Chili et débarquer en Argentine. Voilà l'ancienne prison de fin du monde qui est convertie en musée. Vous voyez ici le plan de la prison, c'est-à-dire que on envoyait les gens depuis le continent sud-américain jusqu'ici, et là, impossible d'en sortir. Surtout à l'époque où il y avait de la glace partout. Alors voilà, un élément intéressant au point de vue géologique également, c'est ce mégacône deltaïque. Il faut imaginer, venant d'ici, une rivière qui descend et qui arrive à la mer et qui a déposé donc ces sédiments que vous voyez ici, et ces sédiments ont été déposés sous forme de strates entrecroisées et profondément entaillés par la mer. Vous voyez qu'il y a une lutte farouche entre la sédimentation fluviatile au niveau de ce cône-là et l'érosion marine. Et là, on voit nettement que l'érosion marine prend le pas sur la sédimentation continentale. Puerto William, c'est la ville un peu importante, la plus méridionale du Chili. 2300 habitants, avec un beau musée anthropologique. Là, il y a eu un effort, et même, vous voyez ici, les cabanes comment ils s'appelaient, des wagons. Voilà ce que l'on peut voir dans ce musée. Ici. Vous voyez, des pointes de flèches, fait tout ce qu'il faut pour chasser les animaux ou bien pêcher. Le géologue est très surpris de voir la nature du terrain et en particulier la très faible décomposition des sols. C'est de la tourbe, c'est-à-dire c'est une terre un peu graisseuse avec des débris de plantes. C'est par évolution cette tourbe qui donnera du charbon. Alors évidemment, le bois teinte les matériaux en noir. Mais c'est vraiment des sols très très importants. Une baie latérale, la baie de Ulaya, où l'on peut voir les effets de l'érosion glaciaire. Enfin, tout d'abord, notre guide nous montre comment les Yagans fabriquaient leurs cabanes, mais moi je suis allé très vite voir ces cailloux qui sont là, et c'est bon, ces reliefs comme ça majestueux, c'est unique. Il y en a sur des hauteurs, et tout ça, ça traduit en quelque sorte l'origine glaciaire des vallées et le recul actuel. Ça, j'insiste là-dessus, le recul très important qui est beaucoup plus manifeste que chez nous. Chez nous, ce recul a eu lieu il y a 500 000 ans, 100 000 ans. Là c'est aujourd'hui, avec les mêmes effets, c'est-à-dire les roches moutonnées.
voilà un certain nombre de ces roches, toujours pareil, de roches métamorphiques de la chaîne de Darwin. Voilà, un endroit qui est très très particulier, le Puerto Toro, le port du taureau. Voilà, voilà le village. C'est le village le plus méridional de la planète et il a 16 habitants permanents. Voilà, là vous avez les distances par rapport aux différentes villes de la planète et vous voyez le village le plus austral du monde. Mais il y a une église que l'on visite, la porte est ouverte et il y a une vingtaine de places dans cette église. Il y a aussi un bistrot, ici, et puis ce qui m'a frappé, c'est la rue. C'est-à-dire que les 3/4 de l'année, il y a de la neige partout, et pour pouvoir circuler et monter jusqu'au village, eh bien, on emprunte ces rampes en bois. Alors, l'armée est présente partout, et voilà ici des villageois. Il y a une école également. Il y a une école avec 4 ou 5 élèves, peut-être. Nous descendons vers Cap Horn, donc dans l'extrémité méridionale du continent sud-américain. Alors, Cap Horn, que si la mer est très calme. Et là, vous voyez, c'était une mer d'huile. Donc, nous avons pu aller jusqu'au bout, jusqu'à l'extrémité du Cap Horn. La voici ici, avec son enseigne particulière. C'est un albatros, ici, qui a été dessiné et mis en place à la mémoire des navigateurs qui sont morts en franchissant ou en essayant de franchir le Cap Horn. Évidemment, ce Cap Horn est gardé, surveillé par l'armée. Il y a 4 ou 5 militaires chiliens qui sont là en permanence. On sent quand même que le Chili tient à être présent dans ces régions-là. Voilà quelques éléments de la végétation. Et ici, vous voyez, c'est une végétation en coussin qui est très bien adaptée au froid, en quelque sorte. Elle reste près du sol et elle lutte contre les courants d'air. C'est pour ça que les plantes sont coloniales et serrées les unes contre les autres. Là, autrement, il n'y a pas d'arbres, évidemment. La végétation est herbacée ici, et puis il y a du caillou également. Alors, j'ai mis une curiosité géologique encore énigmatique. Pourquoi? Eh bien, parce que on s'attendrait finalement à pouvoir étudier les choses dans le détail comme dans toutes les autres chaînes de montagne. Et ici, on sent qu'on est dans un autre monde, il n'y a pas de fossiles, les reliefs sont inaccessibles parce qu'ils sont couverts de glace également, et la structure actuelle avec la formation de cette île de Scotia, c'est quand même quelque chose d'important parce qu'il y a des tremblements de terre très fréquents dans cette région ici qui, heureusement, n'est pas habitée. Voilà cette
plaque qui est en train de se former. Alors bon, il y a les glaciers par ici, et puis surtout à l'intérieur de la plaque, ça c'est important. On voit ici des rides qui fonctionnent. Les rides, ce sont, l'année prochaine nous parlerons de la ride médio-atlantique, ce sont des endroits où la croûte terrestre s'écarte avec une grande vitesse, ici également. Et ces failles qui sont ici, qu'on appelle des failles transformantes, permettent justement cet écartement. Et cet écartement traduit un élargissement de l'île dans cette direction et dans celle-là. Et puis ici, il y a la montée de roches volcaniques. Les volcans s'installent ici. Mais il y en a aussi beaucoup sur le front ici. Voilà bon, la structure actuelle. J'ai mis cette coupe pour montrer l'importance de ici la faille de Magellan, avec une tectonique qui est très active et encore relativement mal connue. Ça vous montre la progression vertigineuse de la création de cette île Scotia. Vous voyez ici il y a 50 millions d'années, 40 millions d'années, il n'y avait rien. Et puis, vous voyez ici, il y a 30 millions d'années, on commence à voir le développement. Et il y a 20 millions d'années, 10 millions d'années et aujourd'hui. Autrement dit, en l'espace de une quarantaine de millions d'années, cette plaque s'est trouvée multipliée par 100 au point de vue de sa dimension. Bon, ça c'est un schéma qui est classique, que vous connaissez maintenant. Je l'ai mis pour montrer la relation entre la plaque Scotia, l'immobilisme relatif ici de l'Antarctique et les déplacements vers le nord de toutes les plaques qui sont ici. Ce qui fait que sur toute cette partie de l'hémisphère sud, c'est de la croûte océanique qui se forme avec montée de magma mantélique, du manteau. Autrement dit, la croûte terrestre qui est ici est alimentée par des matières chaudes issues du manteau. Et à l'inverse, tout l'hémisphère nord, qui contient la plupart des grandes chaînes de montagnes, a une croûte froide. Il y a 0,5 degrés de différence entre la croûte de l'hémisphère sud et la croûte de l'hémisphère nord. Évidemment, ceci implique des échanges avec des matériaux froids qui vont se réchauffer, qui viennent de l'hémisphère nord, qui vont se réchauffer dans l'hémisphère sud avant de remonter. Vous voyez, ça ce sont les rides médio-océaniques qui sont actives. Ça c'est la ride médio-atlantique avec l'Islande qui est ici et dont nous parlerons l'année prochaine. Donc voilà cette région qui est une région en devenir à l'échelle des temps géologiques et qui présente un intérêt tout à fait particulier. Alors ça c'est un schéma classique. Si les déplacements actuels se poursuivent pendant une centaine de millions d'années, voilà à quoi ressemblera la croûte terrestre, avec un nouveau continent, supercontinent, Amasia, Amérique du Nord, Asie, ici, regroupés autour du pôle Nord. Vous le savez, ces supercontinents se forment par migration des plaques et ils se sont formés au moins depuis qu'on a des témoins lithologiques de roches en particulier et de fossiles, eh bien il y a une dizaine de supercontinents comme ça qui se sont formés. Autrement dit, il y a plusieurs milliards d'années,
que la croûte terrestre est en mouvement, et en mouvement perpétuel. Voilà ce que je voulais vous montrer concernant donc cette région. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.